Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 4 décembre. Les résultats de la finale du 47e tournoi toutes catégories de Passepébiac. Un nouveau CA pour le club de VTT, les Aventuriers de la Baie. La parade du Père Noël de retour cette année à Passepébiac. Le Centre d'action bénévole Gascon-Percé et leur traditionnel panier de Noël. Un sondage pour repenser la mobilité de demain au sein de la Région. La Journée internationale des personnes handicapées. Et votre chronique Rendez-vous. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, le 27 novembre dernier avaient lieu les finales du 47e tournoi toutes catégories de Passepébiac. Pour la finale opposant les Moussettes 2 visitant les Flammes, ce sont les Flammes qui remportèrent la partie au compte de 1-0. Pour la finale Pee-Wee opposant les Légionnaires aux Caïens, ce sont les Légionnaires qui remportèrent la partie au compte de 2-1. Pour la finale Bantam opposant les Moussettes 1 contre les Vikings, ce sont les Moussettes 1 qui remportèrent la partie au compte de 4-3. Et pour la finale Midget opposant les Moussettes 2 aux Moussettes 1, ce sont les Moussettes 1 qui remportèrent cette grande finale au compte de 6-3. Un gros bravo à toutes les équipes. C'est lors de l'Assemblée générale du club de VTT Les Aventuriers de la Baie, qui a eu lieu le 30 novembre dernier, qu'un nouveau conseil d'administration fut nommé, permettant ainsi la survie de ce club. Nous y avons rencontré M. Pierre Poirier, le président par intérim du club, qui est en grande partie responsable de ce succès. Salut Pierre. Salut. Vous étiez président par intérim du club de VTT d'ici. C'est une belle surprise quand même, c'est une belle soirée. Finalement, le conseil d'administration, il va être complet? Oui, on est vraiment content. On a été en période de transition. J'ai été approché, moi, pour essayer de garder ça debout jusqu'à ce qu'on ait un AGA. Fait que je suis là depuis l'hiver passé, là, puis on a tenu ça jusqu'à aujourd'hui pour avoir le maximum de gens dans un conseil d'administration. Fait qu'on est salle comble, on est 7 administrateurs. Le nouveau conseil d'administration sont 7. Je suis vraiment content. Puis ce soir, on était une vingtaine, c'était mon target. On a fait beaucoup de publicité. On était à la télévision, on était à la radio. J'ai fait une entrevue ce matin, des courriels, puis ça a vraiment porté fruit. Je suis vraiment content que les gens se sont impliqués pour le club de VTT. C'est ça, il y a beaucoup de travail qui a été fait dernièrement. Vous êtes impliqué depuis quand? Moi, c'est juste quelques mois. Là. J'ai commencé seulement là, l'hiver passé jusqu'à cet automne pour mon implication. Parce que l'ancien président, Julien, ne pouvait plus pour cause de maladie. Puis j'ai dit, OK, on va tenir ça à bout de bras jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau conseil d'administration qui prenne le flambeau. Puis finalement, je suis vraiment content parce que c'est quand même un organisme qui est... le bilan financier, il est sain, il est profitable. Fait qu'il y a possibilité d'avoir des projets. Ça peut être des belvédères, ça peut être des bâtiments, des refuges. Je pense au Lac Arsenault qui pourrait avoir un projet là éventuellement. Fait qu'on a un beau conseil d'administration qui a des outils en main et qui a du budget aussi pour avoir des projets pour les prochaines saisons. Là, vous avez donné un bon coup de main, c'est à un de vos amis. Mais c'est quoi l'importance d'avoir un club de VTT? C'est pour la sécurité des sentiers, l'entretien des sentiers, le balisage des sentiers, c'est-à-dire les affiches. Puis ensuite de ça, c'est des projets, comme je vous ai mentionné, pour avoir des refuges. Fait que c'est vraiment avoir un bon balisage de sentiers puis un bon entretien des sentiers qui est la priorité d'un bon club de VTT. Ensuite, on rajoute des activités. Ça peut être un michoui, ça peut être toutes sortes d'activités, des soupers, qui fait que ça devient des clubs de rencontres aussi, ça fait du social. Fait qu'il y a un volet social, il y a un volet refuge, puis un volet sentier, entretien de sentier. Puis en terminant, vous aurez mis à faire quelques remerciements? Bien, j'aimerais remercier tous les gens qui se sont présentés ici ce soir. On était une vingtaine, je suis vraiment, vraiment content. Puis j'aimerais féliciter aussi le nouveau conseil d'administration qui va avoir, je suis sûr, vraiment une belle perpétuité au niveau du club de VTT Les Aventuriers de la Baie. Bravo au nouveau conseil d'administration. La parade du Père Noël est de retour cette année à Passepébiac, un événement attendu par plusieurs qui ravira petits et grands. Marie-André Côté, membre du comité jeunesse de la ville de Passepébiac, nous en parle. Le défilé du Père Noël cette année est le 10 décembre. Fait qu'on invite la population à se faire des chariots allégoriques. Puis vraiment venir participer avec nous pour le défilé du Père Noël.
Le trajet, est-tu bien différent de l'année passée? Oui, parce qu'on a réduit un peu le trajet. Le trajet va commencer à l'ancienne Aréna, puis on va monter la rue Chapado. Ensuite, on va partir, on va traverser la 3e avenue S et descendre la rue Saint-Pédis pour venir ici au centre culturel pour faire, avec le Père Noël, là, un petit chocolat chaud là, à la fin. Le défilé va partir à quelle heure? On demande aux gens d'être là vers 2h, 2h30 à l'ancienne Aréna, dans le stationnement. Puis on va partir vers 3h. D'accord. Les gens ils peuvent participer, pas besoin d'avoir un gros char allégorique. Ils peuvent décorer un petit peu pour faire partie de la parade. Ben oui, c'est sûr. Même juste en auto, ça va être bien correct. Là. Le plus de gens qu'on a, le plus de fun qu'on va avoir. Là, mais c'est le fun aussi que les gens décorent leur voiture, puis qu'il y a de la lumière, puis qu'il y a beaucoup de monde. À la halte routière, c'est-tu pas mal comme l'année passée? Y a-tu la boîte à mal pour les enfants? Puis, Oui, les employés de la ville s'affairent à faire le village du Père Noël là. Mais nous, on n'a plus le droit d'aller avec la parade là. Fait qu'il va y avoir la boîte à mal et toutes les petites affaires et beaucoup plus d'ajouts que l'année passée. Si les gens veulent aller prendre des photos là, ils peuvent aller. C'est tout illuminé le soir. Pour la parade, là, y a-tu une limite de gens ou... Non, il n'y a pas de limite. Dans le fond, nous, vers 2h, on va être où le stationnement de l'ancienne Aréna. On va attendre les gens qui se placent un à la suite de l'autre. Puis vers 3h, on va décoller. Encore cette année, il va y avoir la radio qu'on peut syntoniser, qui va être le 87.9, je crois. Je ne suis pas sûre, mais je pense que oui, 87.9 sur le FM, qu'on va pouvoir entendre le Père Noël parler, parce que j'ai demandé de parler à la radio. Puis on va animer la parade tout le long, qu'on va passer en avant des gens et des rues là, avec la radio. Puis là, au point d'arrivée, y a-tu un événement qui est là? Y a-tu quelque chose d'organisé? Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, on a changé un peu le trajet de la parade pour que le point d'arrivée est ici, au centre culturel. Fait qu'on veut faire découvrir le centre culturel aux gens. Fait que les gens vont pouvoir rentrer ici. Même, il y en a qui peuvent venir ici pour regarder la parade arriver. Les gens vont rentrer ici à la fin de la parade. Il va y avoir des photos avec le Père Noël. On va servir un chocolat chaud. Il va y avoir des bonbons, des cannes de Noël, du chocolat. Puis peut-être même des cadeaux puis des tirages. Fait qu'on va voir, on va vous réserver une petite surprise là, à la fin là, de la parade. Fait qu'on a ici le centre culturel à notre disposition dans la grande salle juste derrière. Fait que les gens vont tout rentrer dans la grande salle, ils vont pouvoir s'asseoir puis jaser un peu entre amis puis prendre des photos avec le Père Noël. J'invite vraiment tous les gens des alentours et de Passepébiac à venir voir la parade du Père Noël et venir, venir avec nous faire le défilé du Père Noël. Fait que le 10 décembre, je vous attends en grand nombre. Comme à chaque année, le temps des fêtes est une période festive pour plusieurs, mais un peu difficile pour certains. Heureusement, il existe des organismes toujours prêts pour les aider. Cindy Langlois, travailleuse de milieu pour aînés vulnérables pour le Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous informe aujourd'hui sur leur offre de panier de Noël. Qui peut s'inscrire au juste pour les paniers de Noël? Les salariés, il peut y avoir des salariés à faible revenu. Les gens qui sont en situation de vulnérabilité financière peuvent faire leurs demandes. Les familles, les gens seuls, les aînés. Tout le monde peut faire une demande. C'est le comité d'évaluation qui fait le reste, mais tout le monde peut faire une demande. OK. Y a-t-il des critères bien spécifiques? Ça, c'est le comité qui voit ça. Par contre, c'est sûr qu'on demande les preuves de revenus et de dépenses. Ça va avec les revenus et de dépenses. Si j'ai
Si j'ai moins de revenus que j'ai de dépenses, bien, ça se peut que le comité il dit bien, OK, on va l'aider, la personne. C'est important d'avoir au moins une belle table à Noël. OK. Puis là, les gens, ils ont jusqu'à quelle date? Ils ont jusqu'au 9 décembre pour venir déposer les formulaires. OK. Puis ils vont avoir une réponse quand? Le 12. Le 12, les gens peuvent rappeler pour avoir la réponse. C'est pas nous qui appellent pour dire oui, vous êtes accepté. Les gens, généralement, les gens, ça leur fait plaisir de nous appeler pour savoir. Puis les paniers de Noël sont distribués quand? La date fixe n'est pas encore faite parce que là, on joue avec les tempêtes en décembre. Là, on ne le sait pas. Peut-être le 19, peut-être le 20, peut-être le 21. Ça va aller selon les tempêtes, mais ça va être dans la semaine du 19 décembre. OK. Ça fait-tu longtemps que c'est offert ici, au Centre d'action bénévole? Ah, mon Dieu, les paniers, c'est 25 années de panier de Noël qui est donné. Hein. Puis vous avez environ combien d'inscriptions par année? L'an passé, il y a 270 personnes qui ont bénéficié d'un panier de Noël. On s'attend à ça encore cette année, si ce n'est pas un 300, 350. Là. Étant donné le taux d'inflation, le prix des aliments qui a augmenté, on s'attend à ce que les demandes augmentent. Juste dans le secteur ici, là? Juste dans le secteur ici. Oui, on s'attend à une augmentation de 30 %. Puis les paniers, ils viennent de où exactement? C'est qui fournit ou qui... Comment ça fonctionne? Ouais. L'an passé, à cause de la COVID et tout ça, on s'est mis à donner des bons d'achat. OK. Comme panier de Noël. Puis avec toutes les intolérances alimentaires, avec toutes les allergies des gens, mais ça permet aux gens d'aller acheter ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils veulent avoir à Noël. Donc, on refait, c'est la même formule cette année, c'est donné en bon d'achat dans les épiceries. OK. Puis ça, c'est échangeable dans toutes les épiceries de la région? Oui. Les IGA, Grande-Rivière de Chandler, puis aussi le Super C de Chandler. C'est-tu des gens qui donnent des dons pour les paniers? Il y a la population qui donne beaucoup de dons en argent, et ça, c'est à l'année, on en a. Mais pour la guignolée, les gens sont plus ouverts à donner. C'est Noël, les gens sont plus généreux, puis c'est tant mieux parce qu'on en a besoin. Mais les gens peuvent donner toute l'année au centre. D'accord. Là, prochainement, c'est sûr qu'il y a le 5 décembre prochain, c'est la Journée internationale des bénévoles. Oui. Puis ici, vous offrez plusieurs services aussi qui impliquent des bénévoles, dont la popote roulante, l'accompagnement médical. Y a-t-il des besoins bien spécifiques ici? L'accompagnement médical, on aurait besoin là, de bénévoles là, dans toute la MRC. Toutes les municipalités, on en aurait besoin. Je dirais que ça commence à être quand même urgent parce qu'on doit malheureusement refuser certains accompagnements parce qu'on manque de bénévoles. Et c'est dommage parce que ça se peut que ces personnes âgées-là ne peuvent pas avoir leur rendez-vous dû au transport. Fait que oui, on a un besoin criant de bénévoles. Mais qui peut devenir bénévole? Tout le monde. Tout le monde peut devenir bénévole. Il suffit d'avoir du temps à donner, qu'on veut offrir. Ça peut être 1 heure, ça peut être 1 journée, ça peut être 1 mois. C'est selon la volonté des gens. Oui, Cindy, je suis disponible mardi. Non, pas mardi après-midi, par exemple. C'est libre. C'est vraiment libre à tout le monde. Fait que les gens qui veulent s'impliquer, ils communiquent avec vous? Puis, oui. Ils s'inscrivent, puis ils nous disent ce qu'ils veulent faire comme bénévolat. On a des bénévoles ponctuels qu'on appelle. Ils sont seulement là pour la guignolée. On en a qui sont seulement là pour les impôts. On a vraiment des bénévoles qui sont ponctuels. On en a en accompagnement transport, popote roulante. Ça, c'est à l'année. D'accord. La Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine souhaite s'ajuster aux nouvelles habitudes de déplacement, besoins et enjeux de la population gaspésienne et madelinienne. Aidez-les à repasser la mobilité de demain en participant à leur sondage. Marie-Andrée Pichette, la directrice générale de la Régie, nous en parle. Là, présentement, il y a des consultations publiques qui sont en cours. Pouvez-vous nous expliquer en gros en quoi ça consiste? Bien, dans le fond, c'est une action qui fait partie de notre projet de plan de mobilité durable et d'électrification pour la région. Ça a été annoncé là, en début d'année 2021. C'est un financement qu'on a reçu de Climat Municipalité qui, dans le fond, le projet, c'est de rédiger un plan de mobilité pour la région pour les prochaines années, se donner une ligne directrice au niveau là, des décisions puis du développement qu'on peut faire là, au niveau de la mobilité durable puis de l'électrification. Afin de rédiger un plan qui répond bien aux citoyens, on a besoin de consulter la population. On a une tournée des MRC qui a été faite
dans les dernières semaines. On a eu des rencontres dans chacun des territoires avec des intervenants régionaux puis des intervenants locaux qui ont, je dirais, un mot à dire, qui ont un impact sur les décisions qui sont prises au niveau de la mobilité. Donc, on avait des gens des MRC, des municipalités, en aménagement, des regroupements communautaires. Donc, il y avait vraiment beaucoup de gens autour de la table pour brainstormer sur comment on voit le développement de la mobilité au niveau de la région, amener des idées au niveau des outils qu'on peut développer. Puis là, on applique dans le fond, la même démarche, mais avec les citoyens. C'est ouvert à tous. C'est un sondage en ligne que les gens vont répondre, qui est quand même, je dirais, assez ardu, qui a quand même plusieurs questions, mais on va vraiment au fond des choses. On demande leur intérêt, leurs habitudes en mobilité, aussi leur aspiration dans les prochaines années. Fait on ratisse large. Puis on touche aussi beaucoup d'outils, comme je disais tantôt, mais on pose des questions sur les habitudes de covoiturage, sur les possibilités d'utilisation du vélo électrique, de l'autopartage, le transport en commun. Fait qu'on touche un peu tous ces sujets là, au niveau de la mobilité durable là, pour la région. Puis les gens, ils ont jusqu'à quand pour répondre au sondage? Jusqu'au 18 décembre. Oui, puis présentement, là, la réponse est très positive. On est content. Il y a on remet là, des prix là, qui seront tirés là, à la fin là, pour qui va être tiré auprès des gens qui auront répondu au sondage. On donne des billets, puis aussi comme un certificat cadeau de la régie qui va pouvoir être utilisé pour nos différents services. Là. À l'été, on lance la saison de vélo électrique là, qui aurait dû être lancée là, cette année, mais qu'on a eu du retard là, dans la livraison d'équipements. Donc, les gens pourraient utiliser ce certificat cadeau-là pour utiliser les vélos l'été prochain ou pour louer la voiture qui est en autopartage ou pour l'accès au transport en commun régulier. D'accord. Là, c'est la période des fêtes qui s'en vient très bientôt, vraiment non porte. Là, c'est le retour des navettes Via Rail pour la période des fêtes? Oui. Donc, retour des navettes c'est pour la saison des fêtes, on est content. Puis, c'est aussi un retour je dirais, à l'horaire régulier d'avant pandémie. On l'a eu cet été, puis là, c'est notre première saison là, de la période des fêtes à 3 allers-retours par jour. Donc, ça va répondre, je pense, un peu plus aux besoins de nos citoyens. Puis, c'est du 21 décembre au 9 janvier. Je pense que les gens commencent à être habitués, mais on fait la réservation directement sur la plateforme de Via Rail. Puis, on fait la recherche là, de notre point d'origine-destination. Puis, la régie est comme une correspondance là, dans le billet qui est acheté directement auprès de Via Rail. C'est combien d'usagers environ qui utilisent le service de navette? C'est difficile à dire. Là, dans la saison estivale, on a eu autour de souvenirs de 3 ou 4 000 déplacements dans l'été. C'est sûr que la période des fêtes est beaucoup plus courte. Là, c'est en gros 2 à 3 semaines. On tourne autour là, de 400 usagers, là, 400 embarquements là, aller-retour qui utilisent le service. D'accord. Puis là, avec l'arrivée de l'hiver, bien sûr, des fois, c'est sûr qu'il y a des journées qu'il y a des tempêtes, il y a des journées que c'est plus difficile pour se déplacer. Mais les gens, ils peuvent s'inscrire aux alertes SMS, qui peuvent recevoir des alertes directement sur leur téléphone. C'est un service qu'on offre là, depuis quand même quelques années, que les clients aient bien apprécié. Puis c'est toujours bon de le rappeler là, à la période de tempête puis d'hiver. On utilise ce service-là pour avertir de retard, fermeture ou changement là, au niveau du service, là, surtout dans la période des tempêtes. Donc, on invite les gens à s'inscrire par notre site Internet. C'est très simple. On donne un courriel, un numéro de téléphone, notre nom, puis on détermine dans quel secteur on souhaite recevoir les alertes. Puis les gens trouvent ça bien pratique là, dans la période d'hiver. Le 3 décembre est la Journée internationale des personnes handicapées. Ghislain Gagnon, le directeur général du regroupement des associations des personnes handicapées de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous informe à ce sujet. À chaque 3 décembre, on doit se rappeler que les personnes handicapées font partie intégrante de la société, puis il faut les inclure. Donc, c'est un combat perpétuel, mais on profite souvent de cette date-là pour ramener les enjeux, les problématiques que vivent les personnes handicapées en Gaspésie et aux îles.
Y a-t-il beaucoup de chemin qui a été fait jusqu'à date ou qu'il en reste encore beaucoup à faire? Bien, comme toute défense de droits de minorité, il y a eu des avancées. Si on n'a qu'à penser pour ce qui est des droits LGBTQ, pour ce qui est des droits pour les personnes issues de minorités visibles. Donc oui, il y a du progrès qui se fait, mais des cultures de société, ça prend du temps, ça prend des générations. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi à sensibiliser les enfants, pour qu'eux poussent droit, comme on plante une graine, on veut que l'arbre il pousse droit, on met des tuteurs pour que ça arrive. Ben c'est ça. C'est on travaille avec les enfants pour les ouvrir à ça. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a des avancées, mais il y en aura toujours. Et on ne peut pas non plus se dire c'est réglé, parce que ça ne sera jamais. Les droits, il faut toujours avoir un œil de lynx pour voir ce qui se passe. Parce que les personnes handicapées, on parle de 16 % de la population, entre 16 et 18 % de la population. Donc, on doit s'y attarder. Puis on doit en prendre compte. C'est de l'égalité. Hein. C'est toujours la recherche d'équité, d'égalité. Pas d'avoir du plus, d'avoir des avantages, mais on recherche toujours l'équité. Il y a encore beaucoup d'endroits là, qui ne sont pas accessibles pour les personnes handicapées. Oui, bien justement, le mot d'ordre depuis plusieurs années au Québec, au Canada, aux États-Unis, sont là depuis longtemps, eux aussi, c'est l'accessibilité universelle. Donc, c'est de rendre un bâtiment, qu'il soit public ou privé, accessible à tous. Et quand on dit à tous, oui, on pense souvent au fauteuil roulant parce que c'est l'image qu'on a des personnes handicapées qui est un fauteuil. Il y a des handicaps qui sont invisibles, on le sait. Mais l'accessibilité universelle, c'est qu'on va intégrer là-dedans aussi la femme enceinte. La jeune mère ou le jeune père avec une poussette, une personne qui souffre d'une obésité, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment dès les plans de départ, dès qu'on va vouloir dessiner, créer un bâtiment, dans sa conception, c'est d'y penser qu'une porte 32 pouces, c'est le même prix qu'une porte 36 pouces. Donc, on met ça large dès le départ. Donc, c'est vrai ce que tu dis, puis en Gaspésie, on le vit encore plus qu'en milieu urbain, par la vétusté de nos bâtiments, par notre patrimoine bâti, si on veut, là, qui n'est pas accessible, qui n'a pas été créé malheureusement pour ça. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Les municipalités ont beaucoup à donner là-dedans, parce qu'on a beaucoup pelleté dans leur cours. Ils ont besoin des moyens. Ils ont besoin aussi des outils pour y arriver. Donc, et des associations comme la mienne, comme le RAVJ, qui vont leur montrer qu'il existe des programmes, qu'il existe des façons de faire et qu'on doit vraiment s'ouvrir à tous. Un hôtel de ville, un local de MRC doit servir l'entièreté de sa population, oui, mais pourrait aussi en embaucher. Hein. On sait que la pénurie de main-d'œuvre est là. On ne pensait pas dire ça en Gaspésie, mais ça existe. Et on a une main-d'œuvre qualifiée aussi dans les personnes handicapées. Il y a des gens, moi je préside le CEMO, qui est le service externe de main-d'œuvre de la Gaspésie des Îles, où est-ce qu'on va, grâce à des contrats d'intégration au travail, intégrer des gens sur le marché du travail. On a une liste d'attente tellement qu'on a des gens qui veulent. Et on doit soutenir les employeurs des fois parce que ça coûte plus cher pour arriver à une équité. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'accessibilité universelle. Puis on n'a qu'à penser des fois à des nouveaux amphithéâtres, des rénovations aussi d'infrastructures sportives, des fois qu'on va dire, bon, on met-tu un lève-personne, on n'en met-tu pas? Mais oui. Si dès le départ, on avait pris en considération, on ne devrait pas, après ça, débourser beaucoup d'argent pour ça. Mais effectivement, il faut penser à l'entièreté parce que c'est un droit. Hein. C'est un droit, c'est dans la Charte des droits et libertés, là, que tout le monde doit avoir accès à l'environnement bâti qu'il paye pour. Parce qu'une personne qui soit en fauteuil ou une personne handicapée paye des impôts, là, paye des taxes. Donc, pourquoi elle ne peut pas accéder à des services que tout le monde... Donc, c'est vraiment ça qu'on va rechercher. L'accessibilité universelle, c'est un accès équitable à l'environnement bâti. Puis évidemment que le transport embarque là-dedans aussi, parce qu'il faut les amener, ces gens-là. Donc, il y a aussi une bataille qui se passe présentement au Québec sur le transport adapté. Puis ça, c'est un autre sujet qui est énorme aussi, que je traite beaucoup au niveau national, que je rencontre les ministres délégués au transport. Et prochainement, la nouvelle ministre des Transports, Mme Guilbeault, parce que depuis la loi sur le taxi, on a perdu 40 à 50 % de dessertes de transport adapté en Gaspésie. Ça, c'est énorme. Ça, ce qui veut dire que là, on priorise les rendez-vous de santé, l'emploi, mais une personne handicapée en Gaspésie qui n'a pas de véhicule adapté ou une personne pour la lifter, comme on dit, là, c'est impossible pour elle d'aller voir un spectacle. C'est même difficile d'aller faire son épicerie. Donc, on travaille là-dessus pour donner un accès parce qu'il y a une nouvelle loi qui est avec Uber, là, qui est venue un peu bousculer les plans. Donc, ça amène des résultats comme ça. Donc, l'accès au bâtiment passe aussi par
un transport adapté qui est efficient, là, qui est utile, qui va aussi avec les besoins des personnes. Parce que malheureusement, passer 4 heures, 5 heures l'après-midi, il n'y en a plus de service. Et voici votre chronique Rendez-vous. La Bibliothèque de Passepébiac vous invite à une heure de conte de Noël avec Mme Cathy-Édith Lacroix. Samedi, le 10 décembre à 10h. Activité gratuite pour les jeunes de moins de 6 ans. Un tirage aura lieu. Pour info, 418-752-6747. Le club sportif de Hopetown vous invite à un whist militaire samedi le 10 décembre à 20h au centre communautaire de Hopetown. Il y aura une vente de pâtisserie le 10 décembre à compter de 9h à l'église de Saint-Godefroy au profit de la fabrique de Saint-Godefroy. Bienvenue à tous! Souper de Noël au Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac, samedi le 10 décembre à 17h30. Buffet chaud et froid servi, suivi d'une soirée dansante. Billets en pré-vente au coût de 15 $. Pour information, Muriel au 418-752-2584 ou Manon au 418-752-3874. Bienvenue à tous! Souper de Noël le 17 décembre à 18h au Club Optimiste de Saint-Godefroy. Musique et animation par Chantal Castillou, coût d'entrée de 30 $. Contactez-nous pour vos billets. Fabien Thériault au 418-752-2812 ou tout autre membre du Club Optimiste. La ville de Passepébiac vous invite pour le party du temps des fêtes dans la baie. Venez voir le nouveau spectacle de Qui m'a recru au Centre culturel de Passepébiac vendredi, le 30 décembre à 19h30. Les billets seront en vente le 30 novembre à compter de midi au guichet, par téléphone ou en ligne au lepointdevente.com. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 4 décembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!